Amis de l'UTL, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler vanille, mais pas n'importe quelle vanille. La vanille que nos amis canadiens appellent vanille boréale, et qu'ici nous appelons la vanille des champs. J'ai nommé le mélilo. Le mélilo quesaco. Eh bien, il s'agit d'une plante assez commune, ma foi, qui fait partie de la grande famille des fabacées. Alors, les fabacées, c'était des plantes que, à l'époque de notre jeunesse, on nommait les papillonacées, avec des fleurs assez caractéristiques qui ressemblent à des papillons. Dans cette famille-là, on trouve la fève, le pois, le haricot, et puis d'autres plantes comme le genêt, par exemple. Alors les fabacées, elles ont la caractéristique de stocker dans des nodosités souterraines les réserves d'azote. Et cet azote, elles le captent à l'aide de leurs feuilles dans l'atmosphère. Cela fait de toutes les fabacées d'excellents engrais verts. Et on recommande d'ailleurs, quand on arrache les petits pois ou les haricots, justement de ne pas les arracher, mais de les couper au ras du sol, de façon à ce que les nodosités restent en terre et fournissent leur provision d'azote aux cultures suivantes. Cela fait du mélilo un excellent engrais vert. Outre ses qualités d'amendement, le mélilo est aussi connu comme plante mellifère et nectarifère. Je vous ai déjà alerté sur l'intérêt que présentaient ces plantes nectarifères. En effet, le nectar sert de nourriture à beaucoup de prédateurs devenus adultes, la chrysope et la cirpe par exemple, dont j'ai déjà parlé. Ces auxiliaires se nourrissent à l'état larvaire de nombreux prédateurs, en particulier de pucerons, mais ont besoin à l'état adulte de provisions de nectar, d'où l'intérêt d'avoir des plantes nectarifères présentes en grand nombre sur son terrain ou dans son jardin. Alors, à quoi ressemble ce fameux mélilo ? D'abord, penchons-nous sur tous les noms qu'on lui donne. On l'appelle aussi petit trèfle jaune, luzerne bâtarde, couronne royale, mais aussi herbopus, casse-lunette, trèfle des mouches et thé du jardin. Tout un programme. Il existe plusieurs variétés de mélilo. Le Melilotus officinalis, à fleurs jaunes, le Melilotus albus, blanc, le Melilotus italicus, d'Italie, le Melilotus indicus d'Inde et le Melilotus élégant bien entendu. La plante est assez haute, elle peut mesurer jusqu'à 80 cm de hauteur. Elle a un port assez dégingandé, évasé, très aéré et elle porte en quantité des fleurs en grappe qui, selon les variétés, seront jaunes ou bien blanches. Des usages anciens montrent qu'il était présent en Europe, en Afrique du Nord et en Asie, dès l'Antiquité. Et puis il s'est répandu, comme d'autres plantes apportées par les colons, jusqu'en Amérique, où il est connu, au Canada en particulier, sous nom de vanille boréale. Le nom de petit trèfle jaune vient de ce que la plante porte des feuilles trifoliées, c'est-à-dire en 3 sections, mais contrairement au trèfle, elles sont dentelées. Le parfum de miel, plutôt léger lorsque la plante est fraîche, devient particulièrement intense lorsque les fleurs sont séchées, et celles-ci sont utilisées en cuisine et en pharmacopée depuis très longtemps. Le principe parfumant de la plante est la coumarine, et c'est ce qui fait sa beauté particulière, mais c'est en cela aussi que consiste son danger. La coumarine, en effet, peut se transformer, si la plante est mal séchée, en dicoumarol, et le dicoumarol, ça va être un anti-vitamine K, et donc un anticoagulant qui, pris à haute dose, peut devenir extrêmement dangereux. Mais, comme dirait Paracels, c'est la dose qui fait le poison. Penchons-nous donc sur cette coumarine. Un parfum extrêmement particulier, riche, qui comporte certes des notes de vanille, mais aussi d'amandes amères, de cerises, de foin séché, quelque chose de particulièrement suave et de très intéressant. On trouve aussi ce principe parfumant dans la fève tonka, qui depuis quelques années est à la mode, ainsi que dans la spirule odorante, et je vous parlerai de ces deux plantes tout à l'heure. La coumarine, vous l'avez peut-être rencontrée dans les années 70. Elle était présente dans certains tabacs, en particulier dans l'Amsterdamer qui avait une suave odeur de pain d'épices.
J'en garde un souvenir ému dans un coin de mes narines. Cet usage est désormais interdit en France et en Amérique, mais en Amérique, il pousse l'interdiction encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement c'est interdit dans les tabacs, mais c'est également interdit dans l'alimentation. Je me rends compte que j'ai utilisé le terme d'Amérique qui, ma foi, est trop vague. Et oui, vous avez compris, il s'agissait des États-Unis. Donc en France, la coumarine est autorisée dans l'alimentation humaine. Elle est présente dans certains produits traditionnels qui sont souvent originaires du nord-est de la France, puisque ce sont des usages qui souvent nous viennent d'Allemagne et qui de fait sont aussi présents en Alsace et en Moselle. C'est par le biais de la spirule odorante que la coumarine arrive dans l'alimentation humaine. En France, le mélilo n'ayant un usage que confidentiel et souvent familial. Je vous suggère, pour avoir une idée de comment l'utiliser en cuisine, d'aller sur un site canadien. Alors en plus du délicieux accent, vous aurez des tas d'indications. Il s'agit du site qui s'appelle l'Atelier du goût et le titre de l'article, c'est le mélilo. Les fleurs séchées sont utilisées pour parfumer du lait ou de la crème qui pourra servir ensuite à faire par exemple une crème anglaise. Le présentateur suggère aussi de l'utiliser dans du tiramisu puisque ça s'accommode bien des notes de café. Mais je vous laisse la surprise, il y a des tas d'autres usages. Voilà, on peut l'incorporer aussi dans la pâte de gâteaux divers et variés. De quoi surprendre les papilles de vos amis. Le mélilo est par ailleurs une plante qui est présente dans de nombreuses régions. Elle supporte toutes sortes de sols, même si elle a une préférence pour les sols calcaires et filtrants. Ses racines puissantes lui permettent de s'installer dans l'argile. Elle peut pousser jusqu'à 2000 mètres d'altitude, ce qui fait qu'elle a une aire de répartition qui est vraiment large. Et son exposition préférée, c'est un talus au soleil. Ce qui fait qu'on la trouve en particulier en bordure de chemin, sur les talus, et en bordure de voies ferrées également. Sa présence sur tout le territoire a fait que ses usages médicinaux se sont bien répandus et se sont généralisés. Le mélilo, dont l'usage est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, a de nombreuses propriétés. Antispasmodique, antiseptique, diurétique et calmant. Il est indiqué dans les névralgies, l'excitation nerveuse, l'insomnie, les spasmes gastriques et intestinaux, les douleurs en liaison avec les règles, les infections des voies urinaires. On lui reconnaît aussi des qualités en lien avec la circulation sanguine. Il peut être appliqué en compresse, par exemple, sur des contusions, des piqûres, mais aussi des zones souffrant de mauvaise circulation, en soins pour les ulcères variqueux en particulier, et pour soigner toutes les zones atteintes d'œdème à l'aide de compresses chaudes ou tièdes. On lui reconnaît aussi des qualités dans le soin des conjonctivites et des problèmes ophtalmiques, seul ou en association avec le bleuet, qui est connu pour cet usage et dont l'un des noms est casse-lunettes, et également en association avec le plantain, pour conjonctivite, irritation, rougeur des yeux, etc. La coumarine a un effet légèrement anticoagulant, tout dépend des doses bien entendu, et il faut agir avec prudence. On se souvient que c'est la modification de la coumarine suite à une association avec des moisissures lors d'un mauvais séchage qui fait apparaître le dicoumarol, et le dicoumarol par contre est extrêmement toxique et il peut être utilisé en particulier comme morora car c'est un anticoagulant qui est extrêmement puissant. Les posologies parlent pour une administration en interne de doses de 40 à 50 grammes de sommité fleurie séchée pour 1 litre d'eau bouillante, à laisser infuser 10 à 15 minutes. La dose à ne pas dépasser étant de 3 à 4 tasses par jour, dont une couchée. On pourra l'associer avec de la vigne rouge pour traiter les troubles bénins de la circulation. Je ne peux que vous conseiller de vous adresser à un phytothérapeute ou à un herboriste, enfin ceux qui restent, pour utiliser cette plante. Petite précaution supplémentaire, certaines personnes font une allergie à la coumarine. Ça rassure pas, je reconnais.
Et pour certaines personnes, elle est photosensibilisante. Donc, précaution, précaution. N'ayant pas toutes ces informations, je l'ai utilisée il y a une 30aine d'années. La coumarine était donc présente dans de la spérule odorante. Et j'en ai donné à mon petit garçon à l'époque, infusé dans du lait, c'était délicieux. Bon, il n'y a pas eu d'effet secondaire, mais j'avoue que maintenant, avec toutes les informations que j'ai, j'hésiterais beaucoup à lui en administrer. C'est ce qui démarque l'époque où on avait des informations par le biais de 1 ou 2 livres, et les jours d'aujourd'hui où nous avons à disposition des tas de sites, tous plus précautionneux les uns que les autres, qui nous aident à la découverte, mais qui ne nous rassurent pas. En période de pénurie possible de médicaments, voilà qui fait poser des tas de questions. Allons-nous renouer avec les usages anciens? Le mélilo est utilisé depuis les Égyptiens. Dans la Grèce antique, il était considéré comme astringent, apaisant des affections cutanées et des maux de tête. Avicenne, bien connu dans la médecine arabe, le préconisait dans les affections du foie et de la rate. Tombé en désuétude en Europe, sauf dans la médecine populaire au XIXe siècle où il soignait les douleurs abdominales et les inflammations de l'utérus, il a retrouvé des usages au XXe siècle grâce à la recherche et on lui a reconnu des qualités dans le cadre des maladies d'insuffisance veineuse et lymphatique. Il aurait en particulier une indication dans le cas de l'lymphodème des membres inférieurs et supérieurs et dans les ulcères variqueux. Mais bien entendu, son parfum excellent faisant sa force, on peut le cantonner à la cuisine, à quelques préparations culinaires, et pourquoi pas dans l'usage suivant qui est préconisé dans un vieux livre de cuisine, à savoir embourrer le ventre, comme dirait Pagnol, de la lièvre, non, du lapin domestique, afin de lui donner un goût de lapin de Garenne, et ceci juste avant la cuisson. Suivons le principe parfumant de la coumarine et passons maintenant à la fève tonka. Alors la fève tonka, c'est une fève qui est longue de 3 cm et demi, un peu ridée, assez étroite, et en fait c'est une graine d'arbre. Et c'est même une graine de teck qui nous arrive de Guyane ou du Brésil, c'est selon. Donc elle est ramassée, extraite de son enveloppe, séchée, trempée ensuite dans de l'alcool pendant 24 heures, et puis remise à sécher jusqu'à être enfermée dans un récipient hermétique. On se souvient que la coumarine doit être stockée à l'abri de l'humidité. Et cette fève tonka, elle va pouvoir entrer dans la composition de pâtisseries en particulier. Je vous recommande les chocolats à la fève tonka. Si vous ne connaissez pas l'accord chocolat noir fève tonka, merveilleux. Et puis on peut aussi l'ajouter dans des crèmes, comme ça a été dit précédemment, sous forme râpée la plupart du temps. Vous savez, avec ces petites râpes qui peuvent servir aussi à la noix de muscade. Tout là encore est dans le dosage, d'abord parce que c'est une épice qui est extrêmement précieuse, et puis le parfum est puissant, donc point n'est besoin d'en mettre énormément. En plus des desserts, elle peut rentrer dans la préparation de purée de citrouille, de pommes de terre ou de patates douces. Elle a les mêmes usages que la noix de muscade. Un des usages que l'on n'attendrait pas, c'est la parfumerie, où finalement elle est très utilisée. Elle fait partie de la famille des notes poudrées, où on va voir aussi la violette, la poudre de riz, l'iris. Elle est utilisée comme note de tête persistante. C'est un parfum qui a une bonne tenue. La fève tonka est synthétisée depuis 1868 et elle est incorporée en particulier dans un parfum de 1882 qui s'appelle Fougère Royale d'Oubigan. Pour avoir une idée précise de l'odeur de la fève tonka, pensez au petit pot de colle Cléopâtre que nous reniflions avec délice quand nous étions enfants. C'est exactement ça. La note d'amande étant particulièrement présente. On retrouvera la fève tonka dans des parfums prestigieux, en particulier dans les maisons Guerlain et Hermès. Je vous en cite quelques-uns. La petite robe noire, par exemple, chez Guerlain, Jiki, l'eau de Lacoste, Narciso rouge de Narciso Rodriguez, mon premier parfum de Lolita Lempica, Chalimar, l'heure bleue aussi, qui est un parfum assez ancien et qui est remarquable pour ses notes poudrées.
Samsara, Vétiver Tonka chez Hermès, Code d'Armani, Lion de Chanel, Le Mal de Gautier, Hypnose de Lancôme, Hypnotique Poison de Dior, Allure pour l'homme de Chanel et Vaina et Oscan chez Sylvaine Delacourte. Voilà, vous ne pourrez plus dire Tonka connaît pas, si ça se trouve, vous en avez dans la salle de bain. Un dernier clin d'œil à la coumarine et à son parfum suave de pain d'épices, miel, foin séché, amandes, cerises, et j'en passe, avec l'aspirule odorante. Alors l'aspirule, c'est une petite plante que j'aime beaucoup, qui est très méritante, qui fait un couvre-sol magnifique en zone sous-bois. Si vous avez un petit coin frais dans le jardin, invitez-la. Alors une plante pas très grande, 20 à 30 cm, avec une tige centrale carrée et des feuilles verticillées autour. Alors qu'est-ce que c'est que verticillé? En fait, imaginez les rayons d'une bicyclette, c'est un peu pareil. Les feuilles en fait sont arrangées en rosace autour de la tige centrale et montent étage après étage jusqu'au petit bouquet de fleurs présent dans la spirule. Un petit bouquet de fleurs blanches, assez discrètes ma foi. Des fleurs en forme de croix, toutes petites, et qui sentent très très bon. Alors là aussi, les noms abondent. Il faudra faire votre choix entre petit muguet, muguet des dames, reine des bois, thé suisse, belle étoile, et herbe à la Vierge, puisqu'on raconte que la Vierge Marie en aurait glissé quelques brins dans la paillasse de l'enfant Jésus pour la parfumer. Cela occasionna des rites jugés païens par l'Église, c'est-à-dire que les mamans suspendaient des petits bouquets d'aspirule au-dessus des berceaux des nourrissons, usage qui fut interdit par la suite. L'aspirule est un gaillet, et les gaillets sont des plantes fort usées pour se reproduire. La spirule, par exemple, fait un petit fruit accroché qui va pouvoir se promener dans les toisons des animaux. J'en avais déjà parlé, ça s'appelle la zoochorie. On se sert des vêtements de l'homme ou de la fourrure des animaux pour se promener et pour aller se reproduire plus loin. Dans la famille des gaillets, il y a aussi le gaillet gratteron. Alors là, c'est toute la tige qui rêche et qui va s'accrocher, s'entortiller dans les vêtements ou sur le poil des animaux. Les gaillets appartiennent à la famille des rubiacées. Alors rubiacées parce que en fait on reconnaît le mot rubis, rouge, et les racines des gaillets, qui sont pourtant toutes fines et toutes ténues, ont la particularité de produire une belle couleur rouge qui sert à teinter la laine. La spirule était utilisée autrefois en substitut du tabac additionné avec de la menthe et du tusilage. On lui attribuait des qualités de longévité. En effet, le roi Stanislas Ier de Pologne, qui s'appelait aussi Lesinski, en buvait tous les matins et il est mort en 1766 à l'âge de 89 ans et on attribue sa bonne santé et sa longévité à la tisane qu'il prenait tous les matins. Les racines, comme toutes les racines de gaillet, sont extrêmement fragiles, donc quand on ramasse, il vaut mieux découper. Souvent, on ramasse au moment de mai, au moment où les fleurs sont présentes. Il faut faire attention quand on récolte de ne pas emporter en même temps ce qui pousse dans la même situation, c'est-à-dire l'encolie, par exemple, qui est toxique, ou le muguet, le vrai muguet, donc, qui lui aussi est toxique. Le séchage doit être soigneux. On peut garnir des oreillers avec, c'est très très agréable, l'odeur est particulièrement suave. On peut aussi fabriquer des petits sachets anti-mites qui donneront à votre linge un parfum de foin coupé absolument délicieux. On lui attribue des qualités répulsives contre les mites, mais le parfum ne persiste pas au-delà d'une année. Les fleurs et les sommités fleuries rentrent dans la composition de plusieurs vins et liqueurs, en particulier un vin pétillant que j'ai eu l'occasion de fabriquer, et c'est vrai que ça pétille. C'est le vin de mai, qu'on appelle aussi Métrank ou Méwen, alors 3 grammes par litre. En Allemagne, on utilise aussi la spirule odorante pour parfumer charcuterie, saucissons et viande braisée. Et on attribue aux packages qui contiennent de la spirule des qualités augmentant la lactation des ruminants. La spirule se plante et ne se sème pas. Vous pourrez l'inviter en bordure de murs ombragés
en couverture sous des cassissiers et des groseilliers. Et en mariage, donc, on en a parlé déjà avec Ancoli, muguet, mais aussi pulmonaire, primevère japonaise, dicentra, ce qu'on appelle les cœurs de Marie, et digital. On raconte que les animaux qui en consommaient beaucoup avaient les os colorés en rouge, mais ça n'a pas été vérifié, ça me semble assez fantaisiste. Donc si vous avez l'occasion d'aller à la fête de la bière à Berlin, on vous servira avec la bière du sirop à la spirule qu'on peut rajouter à la boisson et qui lui donne un goût particulier. Dernier usage, bien rétro, mais pourquoi pas. Au Moyen-Âge, on répandait sur les sols des jonchets de végétaux. Joncher, ça venait de jon en fait. Comme on ne balayait pas tous les jours, on mettait des végétaux au sol et puis de temps en temps on ramassait le tout, on le jetait par-dessus bord dans les douves et on recommençait pour avoir des sols à la fois isolés et à peu près propres. Inutile de vous dire que la spirule rentrait dans la composition de ces jonchets odorantes et qu'elle était fort appréciée. Voilà, j'ai fini ma pérégrination au pays de la coumarine. J'espère ne pas avoir été trop confuse. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et allez faire un tour du côté des épiceries fines pour voir à quoi ressemble la fève tonka. Vous m'en direz de vos nouvelles. Je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien.